est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche 15 novembre 2020. Après l'émir du Qatar, les présidents sud-africains et gambiens, Emmanuel Macron, président de la République française, félicite Alassane Ouattara, le chef de l'État, suite à son élection en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire le 31 octobre dernier. La Côte d'Ivoire peut continuer à bâtir un partenariat étroit et propice à une croissance inclusive en comptant sur le soutien de la France. Et puis, Journée nationale de la paix célébrée ce dimanche 15 novembre, célébration officielle de la 24e édition de la Journée nationale de la paix. Le thème de cette 24e édition, ensemble consolidons la paix et préservons nos acquis. En Éthiopie, plusieurs roquettes tirées depuis la région dissidente du Tigré ont touché la capitale de l'Érythrée frontalière, Asmara, samedi. Une escalade importante qui renforce les craintes que le conflit entre Addis Abeba et les autorités du Tigré dégénère. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. La paix, concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerre et de conflits. Une définition parmi tant d'autres et il sera question de paix dans ce 13 h. Aujourd'hui, 15 novembre, la Côte d'Ivoire célèbre sa journée nationale de paix et dans le cadre du magazine du dimanche, nous recevons sur ce plateau le professeur André Kamaté, conseiller technique chargé de la cohésion sociale au ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, avec lequel nous parlerons de cohésion sociale, les acquis et les défis. Bonjour professeur André Kamaté. Bonjour monsieur Raymond Guizet. Alors je vous retrouve dans une quinzaine de minutes. Tout à l'heure. Et on ouvre ce journal avec ce message de félicitations adressé par le président de la République française, Emmanuel Macron, au président de la République Alassane Ouattara, à l'occasion de son élection en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire au terme de l'élection présidentielle du 31 octobre. Jean-Jacques Kouabéala. Monsieur le Président, à la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, je tenais à vous féliciter et vous transmettre, ainsi qu'au peuple ivoirien, tous mes vœux de succès. Au regard des violences et des tensions qui ont ressurgi à l'occasion de ce scrutin, le dialogue que vous avez initié le 11 novembre avec le président Henri Konan Bédié est porteur d'espoir. Je souhaite que ce premier pas vers le rassemblement et l'ouverture puisse jeter les bases concrètes d'une réconciliation plus large et plus durable entre tous les Ivoiriens et toutes les sensibilités politiques dans le respect de l'état de droit afin de tourner la page de la violence et de la division. J'ai confiance en votre capacité à porter cette ambition pour le pays et à accorder aux nouvelles générations la place qui leur revient. La Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de la France pour continuer à bâtir un partenariat étroit propice à une croissance inclusive, bénéfique au développement économique et social de nos populations, à la hauteur de l'amitié ancienne et unique qui les lie. Vous réitérant, ainsi qu'au peuple ivoirien, tous mes vœux de paix et de prospérité, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Une victoire du président de la République Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre, célébrée en chant et danse par les femmes du RHDP hier samedi au Parc des Sports de Trècheville. C'était en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko et de plusieurs cadres du parti. Éric Goré. Ce que la femme veut, Dieu le veut. Un dicton qui épouse allègrement la vision de ces dames réunies au sein du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Car par leur dévouement, elles ont réussi à arracher la victoire. Avec un score de 94,27%, à un taux de participation de 53,90%, au terme d'une élection démocratique et transparente. Cette victoire a été acquise au bout d'énormes sacrifices contre vents et marées, sur le soleil et la pluie, avec des nuits blanches. Pour célébrer l'événement, l'invité est spécial. Il n'a pas été choisi par hasard. C'est Ahmed Bakayoko, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. À son arrivée dans ce stade des parcs des sports de Trècheville, plein à craquer, Ahmed Bakayoko a fait vibrer le public. Une présence qui a apporté beaucoup de chaleur et d'émotion. Ce n'est pas Kandia Camara et toutes les femmes qui diront le contraire.
Ce sont des femmes de toutes les couches sociales qui sont allées féliciter Alassane Ouattara de différentes façons. Il est de l'État de Bakodori, Nyando Djehou. Il est de la famille Afiedo. Donc Alassane Ouattara, c'est un Hatchan. Il faut que les gens sachent que Ado, c'est un Hatchan. À côté des grandes dames se trouvent forcément des grands hommes. Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, était aussi présent. Femmes de Côte d'Ivoire, vous avez voté et vous avez gagné. Prenant la parole, Ahmed Bakayoko a montré l'importance des femmes dans le parcours politique d'Alassane Ouattara. La force d'Ado, c'est vous. La puissance d'Ado, c'est vous. Pendant tout son combat politique, il a eu toujours devant lui une femme, Madame Henriette Dagri Diabaté. Il a eu à côté de lui une petite sœur qui n'a jamais failli, qui a été de toutes les batailles, la Péré, Kandia Camara, avec toute la bénédiction qui s'y est en pareille circonstance, le soutien, l'affection, la baraka de sa maman, Adja Nabintou Sissé. Cette célébration de la victoire du président Alassane Ouattara a été une occasion de retrouvailles, de cohésion, d'ambiance entre les filles et fils d'Oufoué-Boigny. La fête était tout simplement belle. Et ce dimanche 15 novembre, la Côte d'Ivoire célèbre sa traditionnelle Journée nationale de la paix. La célébration officielle de la 24e édition de la Journée nationale de la paix se tient en ce moment même à la place Espérance, située dans la commune de Koumassi. Le thème de cette 24e édition est « Ensemble, consolidons la paix et préservons nos acquis ». L'année 2020 coïncide avec l'année électorale. Des conflits intercommunautaires ont été observés à certains endroits. Maria Toukoné, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale, de la lutte contre la pauvreté, rappelle la nécessité d'aller à la paix afin de mettre fin aux violences. Astou Touré. La Côte d'Ivoire célèbre le 15 novembre de chaque année la Journée nationale de la paix. L'année 2020 marque la célébration de la 24e édition qui s'inscrit dans un contexte électoral marqué par des violences dans quelques localités, mettant en mal la cohésion nationale et sapant les fondements de notre culture et le vivre ensemble. Ces violences ont malheureusement occasionné des pertes en vie humaine, de nombreux blessés, avec parfois de graves séquelles irréversibles et d'importants dégâts matériels. En instituant une journée nationale qui lui est dédiée, la Côte d'Ivoire veut promouvoir la paix comme une valeur partagée par chacun et par tous pour un renforcement de la cohésion sociale au double plan local et national. Le thème retenu pour cette édition est « Ensemble, consolidons la paix et préservons nos acquis ». Ce thème est une invite à une introspection individuelle et collective face aux conséquences des événements douloureux que la Côte d'Ivoire a connus durant tout le processus de l'élection présidentielle. Nous n'avons pas le droit de brûler notre pays. Nous n'avons pas le droit d'hypothéquer son avenir pour une compétition électorale qui en réalité n'est qu'un simple jeu avec un vainqueur et un ou des vaincus, mais qui doivent sauvegarder leur fraternité, car ils sont des enfants issus d'une même famille et d'une même nation, la Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, les acquis du passé et du présent, ainsi que les perspectives, demeurent un patrimoine commun qui doit servir de ciment entre chacun de nous et entre les générations, quelles que soient nos origines ethno-géographiques, nos appartenances religieuses ou politique. Maria Toukoné saisit cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République Alassane Ouattara pour son appel à un dialogue franc et sincère et à la paix. Également féliciter le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, pour avoir répondu à l'appel de son frère en vue de briser le mur de glace. L'édition 2020 de la Journée nationale de la paix sera marquée par des activités de sensibilisation, des rencontres avec les couches socioprofessionnelles ainsi que des séances de prière et des moments de recueillement.
Et à l'occasion de la célébration de cette journée nationale de la paix, le médiateur de la République, par le biais d'une déclaration, s'est exprimé à Boussanogo. La célébration de l'édition 2020 de la Journée nationale de la paix se tient dans un contexte sociopolitique particulièrement marqué par l'organisation de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Si dans l'ensemble, la campagne électorale et le scrutin se sont bien déroulés, force est de constater que plusieurs localités du pays ont connu des violences résultant d'affrontements entre militants du parti politique d'une part et entre communautés d'autre part. Ces actes de violence d'une extrême gravité ont entraîné des pertes en vies humaines, de nombreux blessés et d'importantes destructions de biens publics et privés. Cette situation regrettable vient encore nous rappeler que la paix est une quête permanente nécessitant un engagement collectif. En effet, sans la paix, rien de durable ne saurait être bâti. Le médiateur de la République voudrait saisir l'opportunité que nous offre cette journée nationale de la paix pour inviter une fois encore chaque Ivoirien et habitant de ce pays à s'aimer et à faire germer les graines de la paix partout où il se trouve. Le médiateur de la République fait observer qu'il n'est de l'intérêt de personne que les comportements de violence prennent le dessus sur les attitudes de paix. Nous devons tous, autant que nous sommes, agir pour la paix et la cohésion sociale, gage de la sécurité individuelle, collective et du progrès social de notre pays. Signé Adama Tungara, médiateur de la République. Dans l'objectif de travailler à la consolidation de la paix dans le département de Béoumi, il a été érigé une stèle de la paix après la crise intercommunautaire qu'a connue le département les 15 et 16 mai 2019. Quelques mois après son inauguration et à l'occasion de la Journée nationale de la paix, Kader Sogodogo, notre reporter, s'est intéressé à l'impact que pourrait avoir ce monument sur les populations. Reportage. Béoumi, 60 km à l'ouest de Bouaké. Une stèle laisse entrevoir tout son charme au cœur de la localité. Elle incarne le souvenir des victimes du conflit intercommunautaire qui a endeuillé la localité les 15 et 16 mai 2019. 16 personnes décédées, plusieurs dizaines de blessés et des centaines de déplacés. Plus d'une année après cette tragédie, au moment où la Côte d'Ivoire célèbre la Journée nationale de la paix, que vaut cette stèle aux yeux des populations de Béoumi? Le monument, de par sa position géographique au niveau de la ville, il laisse personne indifférent. Tout ce qui s'est produit à Béoumi en 2019 sert pour nous de point d'ancrage, pour dire plus jamais ça. Donc chacun à un niveau ou à un autre. À la vue du monument aux morts, qui a donc une position centrale au niveau de la ville, c'est dit qu'il ne faut jamais se retremper dans la situation antérieure de 2019. Ceux qui vont venir, il faut qu'ils se rappellent, en voyant cette stèle, qu'est-ce que cela veut dire? Des hommes qui se regardent, qui s'embrassent. C'est à partir de quelque chose, d'une mésentente. Et qu'à partir de ça, on doit oublier. On est appelé à vivre ensemble. On le dit toujours, la langue et les dents sont ensemble, dans la même cavité. Mais il se trouve que de temps en temps, les dents blessent la langue. Mais tu ne vas pas arracher toutes tes dents. Cette statue derrière moi symbolise la paix. On nous a appelés à la mairie de faire la paix. On est ensemble ici, il n'y a plus histoire, rien. Et nous vivons bien ici. La construction de cette stèle est à mettre à l'actif du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. C'est d'ailleurs la ministre Maria Toukoné qui a procédé en personne le 22 décembre 2019 à la pose de la première pierre. Sa vision était claire, interpeller et rappeler à tous l'impérieuse nécessité de vivre ensemble en harmonie. Cette stèle a été érigée en mémoire de certaines personnes qui ont perdu la vie, dont les noms sont inscrits sur la stèle. Donc, la vue de la stèle doit nous permettre d'avoir une pensée pieuse pour ces personnes-là, de nous souvenir de ces personnes-là. La vue de la stèle doit nous permettre de comprendre qu'avec ces personnes qui sont mortes, nous devons faire en sorte que cet acte qui a conduit à la mort de ces personnes-là ne soit plus répété. Grâce aux efforts du gouvernement et à la volonté des fils du terroir, Béoumi a pu surmonter ces moments tristes de son histoire. La localité aujourd'hui n'a qu'un seul vœu, vivre en paix avec tous ses enfants.
Et mesdames et messieurs, place à l'entretien de ce dimanche magazine. Professeur André Kamaté, je vous retrouve comme annoncé. Vous êtes conseiller technique chargé de la cohésion sociale au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Et nous sommes donc très à l'aise pour aborder avec vous le sujet qui suit, cohésion sociale, les acquis et les défis. Juste avant de parler des acquis, nous allons ensemble remonter l'échelle du temps, disons à partir de 2011, avec cette question, quel visage présentait la situation sociopolitique à cette époque ? Merci, M. Guivet. Il faut, pour répondre rapidement à votre question, dire qu'en 2011, nous venons de finir les élections de 2010 qui se sont soldées par des conflits, des violences intercommunautaires et la Côte d'Ivoire présentait à cette époque un visage vraiment balafré, déchiré de part en part. Et on y a compté à l'époque 3000 morts, plus de 300 000 personnes qui se sont retrouvées hors de nos frontières nationales. Il y a eu de nombreux dégâts matériels. Les conflits intercommunautaires étaient monnaie courante. On pouvait également relever de nombreuses violences basées sur le genre. Il y avait dans nos forêts des occupants illégaux. Il y avait également des déplacements ou des fuites de population. Bref, le visage de la Côte d'Ivoire n'était guère réjouissant. Un bien triste tableau. Hein. C'était voilà. Alors justement, quelles ont été les actions fortes menées par le gouvernement afin justement d'aider au cadre de la réconciliation, d'aider à instaurer un cadre de réconciliation? Assez rapidement aussi à ce niveau, il faut dire que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dès son accession à la magistrature suprême en 2011, a envoyé des signaux forts pour que les populations ivoiriennes et même la communauté internationale soient donc saisies de son intention de faire de la paix retrouvée la priorité de son action gouvernementale, de son action de président de la République. C'est ainsi que déjà en 2011, au niveau institutionnel, très vite, on va mettre en place donc la cellule spéciale d'enquête qui va se muer en cellule spéciale d'enquête d'investigation. En 2012, au niveau institutionnel, il y a la création de la Commission nationale des droits de l'homme, aujourd'hui Conseil national des droits de l'homme. Il va y avoir également la mise en place de la CDVR, la Commission Vérité, Dialogue, Vérité et Réconciliation, qui va se muer en Conarive pour procéder à l'indemnisation des victimes, parce que cela était aussi une priorité du président de la République. Et au niveau des réparations communautaires, il faut dire que quand il y a des préjudices qui sont commis, notamment des préjudices moraux, il y a des réponses à apporter pour que les populations se sentent considérées et qu'on sente que leur douleur n'est pas une douleur qui n'a pas été entendue. Et il y a eu de nombreuses réparations communautaires qui ont été faites. On a à peu près de 150 infrastructures socio-communautaires qui ont été réalisées. On peut citer également l'équipement en pompe hydraulique à motricité solaire. Il y a aussi la création, pour permettre donc la médiation et l'arbitrage en cas de conflit, la création de ce qu'on appelle les centres multiethniques, communément appelé la maison des chefs. Il y a au niveau du renforcement de la cohésion sociale. Et ça, ce sont des mesures qui sont très importantes. Par exemple, l'amnistie en 2018 qui a permis donc que 800 personnes puissent recouvrer la liberté. On peut citer aussi toutes les actions d'indemnisation des victimes. Par exemple, permettez-moi que je vous donne quelques chiffres. Allez-y, je vous en prie. Nous avons 4 442 familles qui ont été indemnisées donc à la date du 12 août 2020. Parmi les 4 442 familles, vous avez 3 248 de la crise post-électorale donc de 2011 et puis le reste, à savoir 1194 des autres crises à partir de 1990, cela a été une recommandation de la CDVR. Alors, on peut résumer l'action du gouvernement en les catégorisant au niveau de la création d'institutions, au niveau des réparations communautaires qui ont été engagées, au niveau du renforcement de la cohésion sociale, au niveau de la réparation des préjudices subis par les populations, préjudices matériels, préjudices moraux, préjudices corporels, puisqu'il faut noter que les victimes ont été prises en charge psychomédicale jusqu'à guérison totale. Et pour accompagner ces victimes, l'État a déboursé près de 150 000 francs comme prime au déplacement, au transport. Et certaines victimes ont été même envoyées en Europe
pour recevoir les soins appropriés à leur maladie. Alors, vous parliez justement à l'instant de ces institutions-là qui ont été créées par le gouvernement. Est-ce que ces institutions ont réussi à atteindre les objectifs en matière, par exemple, de réconciliation? Nous avons eu l'exemple de la CDVR. Oui, bien sûr. Puisque quand la CDVR a fini son travail, la CDVR a dressé un rapport et à l'issue de ce rapport qui a été adressé, le gouvernement a pris des mesures. Et je viens de citer les exemples qui ont résulté des recommandations de la CDVR. Et je pense que les institutions qui ont été créées ont porté leurs fruits. Et si vous me demandez s'ils ont atteint leur objectif, je dirais oui. Je vous pose la question. Voilà. Oui, je dirais oui. Ils ont atteint leur objectif. Alors, au cours de l'élection présidentielle qui vient de s'achever, nous avons tous déploré des incidents survenus dans plusieurs villes du pays. Même les élections couplées à municipales législatives de 2018 n'ont pas été épargnées par ces violences. Quel est l'antidote qui pourrait véritablement permettre d'éviter que ces tristes événements ne viennent à se reproduire? Bien, il faut essayer de situer les événements dans leur contexte. En général, les Ivoiriens vivent en paix. Seulement à l'approche des joutes électorales, la tension monte. Et cela est dû, à mon avis, à un manque d'éducation démocratique. Il y a un déficit d'éducation démographique et démocratique au niveau de nos populations. Donc l'antidote, c'est de travailler à éduquer les populations. Et comment pourrait se faire cette éducation, justement? Mais par la formation. Par exemple, commencer très tôt. Je pense à l'école primaire, apprendre à nos enfants qui vont à l'école les règles de la démocratie. Les règles de la démocratie, c'est, comme l'a dit tout à l'heure dans l'élément filmé, la ministre, Madame le professeur Maïto Kone, c'est un jeu. Donc, vous voyez, la maxime de l'UNESCO dit ceci dans son préambule, les guerres naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Si nous nous appuyons sur cela, nous pouvons gagner des paris en formant des générations de citoyens, de citoyennes, épris donc de valeurs démocratiques et du respect du jeu électoral. Il faut travailler à l'éducation de nos populations, à changer les mentalités. Et on a également déploré des attaques contre des symboles de l'État pendant... Oui, bien sûr. Voilà, ça c'est à déplorer. Normalement, la République nous appartient à part égale. Pourquoi détruire ce qui nous appartient? C'est un manque d'éducation civique qui fait que nous attaquons à ce qui nous appartient. Alors, s'il fallait, par exemple, situer des responsabilités, quelle est la responsabilité que chacun des acteurs sociopolitiques dans la préservation de la société, de la cohésion sociale, pourrait porter? Quelle est la responsabilité de chacun? Oui, loin de moi de situer les responsabilités, mais je dis, nous avons chacun notre part des responsabilités. Il faut adresser la question de la responsabilité de façon holistique. Il ne s'agit pas de jeter la pierre sur Paul ou Pierre. Il s'agit de voir, moi, à mon niveau, en tant que citoyen, qu'est-ce que j'ai fait pour préserver la paix? Parce que chacun de nous peut agir à la préservation de la paix. La violence qui sort, qui s'extériorise, est une violence qui a été nourrie intérieurement. Mais si je refuse de nourrir cette violence à l'intérieur de moi-même, je ne suis pas capable de l'extérioriser. Tout ce que nous exprimons, c'est ce que nous avons imprimé. Tout ce que nous extériorisons, c'est ce que nous avons intériorisé. Je pense que chacun de nous, à quelque niveau que ce soit, est responsable de la survenue de ce qui est arrivé. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, avez-vous initié plusieurs formes d'approche de ces hommes politiques-là? Parce que chaque fois qu'un processus électoral doit démarrer, c'est la peur qui s'empare des populations. Vous, au niveau du ministère, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez tenté une approche de ces hommes politiques-là? Et comment? Oui, bien entendu. Vous savez, nous avons, au niveau du ministère de la Solidarité, dirigé par Madame le professeur Maïto Kone, des mécanismes qui permettent de remonter les informations. Nous avons, par exemple, l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion sociale, qui régulièrement, j'allais dire de façon hebdomadaire, fait remonter les informations à la décision de Madame le ministre. Nous avons également la Direction générale de la Solidarité et de la Cohésion sociale qui agit à travers les structures démembrées et qui se trouve donc au niveau régional et départemental pour adresser les questions de politique. Alors donc des rencontres sont organisées de façon régulière. On parle même de près de 177 dialogues communautaires qui ont été réalisés avec les populations pour parler des politiques. Pour parler des politiques, il y a même à l'approche des élections des dépliants que le ministère a édités et qui a été diffusé, le tout accompagnant des campagnes de sensibilisation.
Maintenant, au niveau beaucoup plus élevé, au niveau du président de la République, vous avez vu la main tendue du chef de l'État, l'appel au dialogue. Le dialogue constant. politique. Oui, même pendant la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, avant le jour du vote, le Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, a appelé au dialogue les partis politiques. Donc, le gouvernement, bien entendu, fait sa part, le ministère fait sa part, et quand je parle de gouvernement, il faut l'entendre au sens large, parce qu'en dehors du ministère, il y a d'autres structures étatiques qui adressent la problématique de la cohésion sociale. Imaginez ce que font les préfets, les sous-préfets, les secrétaires généraux des préfectures à longueur de journée avec nos populations à la base. Imaginons ce que font les chefs traditionnels, qui sont aujourd'hui les collaborateurs de l'administration. Imaginons ce que font les religieux. Imaginons aussi les structures non étatiques comme les ONG. Bref, je veux dire que les actions sont menées à divers niveaux, à divers paliers, s'adressant à différentes couches de la population pour que la question de la cohésion sociale soit traitée de façon globale. Et si justement ces actions qui ont été initiées par le gouvernement, un élément de soutien réalisé par Walter Amadou Ouattara nous édifie. Il nous dit que dans le cadre de la réparation des préjudices à des crises survenues en Côte d'Ivoire, 4442 familles de personnes décédées ont été indemnisées à la date du 12 août 2020, 1878 blessés pris en charge médicale, également sur le volet psychologique. Je vous invite à suivre cet élément. La Côte d'Ivoire a connu 2 décennies de crise qui ont fragilisé le tissu social. En 2011, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait de la réconciliation nationale et de vivre ensemble des priorités de l'action gouvernementale. Afin de consolider la paix et soutenir la réconciliation nationale, plusieurs actions concrètes ont été menées, notamment la création d'un ministère en charge de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, aujourd'hui dénommé ministère de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, dirigé par le professeur Mariatou Koné. Ce ministère a pu contribuer à l'instauration d'un dialogue politique avec les partis de l'opposition, au processus de dégel des avoirs de plusieurs personnalités proches de l'ancien régime, à la signature d'une ordonnance d'amnistie le 6 août 2018 au profit de 800 personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 dans le cadre de la réparation des préjudices des crises survenues en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a procédé à l'indemnisation de 4442 familles de personnes décédées à la date du 12 août 2020, dont 3248 de la crise post-électorale, comme recommandé par la CDVR, la prise en charge médicale de 1878 blessés à la date du 31 juillet 2020. Le gouvernement, à travers le ministère en charge de la cohésion sociale, a également mené plusieurs activités de sensibilisation à la paix. Ces activités conduites par la ministre Mariatou Koné ont porté sur l'organisation de campagnes et missions de sensibilisation aussi bien en Côte d'Ivoire que dans les pays d'accueil des Ivoiriens exilés, l'organisation de 177 dialogues intercommunautaires, la célébration des Journées nationales de la paix et l'instauration d'un planting d'arbres. L'institution, le 16 décembre de chaque année, de la Journée nationale du pardon et du souvenir pour honorer la mémoire de toutes les victimes des crises survenues dans notre pays. Alors voilà, comme on vient de le voir, un élément de Walter Amadou Ouattara qui résume un peu les grandes actions engagées par le gouvernement dans le cadre de la cohésion sociale. Mais ce qu'il ne faut également pas oublier, c'est qu'ils étaient plus de 300 000 Ivoiriens à quitter la Côte d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale. Beaucoup sont rentrés en Côte d'Ivoire. Stratégie gagnante, coaching gagnant pour le ministère. Oui, bien sûr, c'est un coaching gagnant, je veux dire, instruite par le chef de l'État dont la vision est que tous les Ivoiriens soient, en tout cas, en Côte d'Ivoire. La ministre a été sur le terrain, appelant les uns et les autres à rentrer. Je puis dire aujourd'hui que la quasi-totalité des 300 000 est rentrée. Ceux qui ne sont pas rentrés évoquent des raisons qui leur sont propres et qu'il faut respecter. Justement, parce qu'il y a encore des Ivoiriens à l'extérieur. Oui, bien sûr. Tous ne sont pas rentrés. Parmi eux, il y a des illustres personnalités de l'ancien régime qui sont encore à l'extérieur. Mais il faut dire aussi que parmi ceux qui sont restés, certains ont trouvé du travail là-bas où ils sont. D'autres ont créé des foyers. C'est tout à fait heureux s'ils ne veulent pas rentrer. Donc, c'est un coaching gagnant. D'autant plus que ceux qui sont rentrés
ont retrouvé pour la plupart d'entre eux leur emploi pour ceux qui étaient des fonctionnaires, et ceux qui n'étaient pas des fonctionnaires avaient été accompagnés à la création d'activités génératrices de revenus. Donc, je veux dire que sur ce point, du travail a été fait et c'est tout en l'honneur donc du chef de l'État et de Madame la ministre Mariétou Koné, qui elle est l'outil opérationnel donc de cette mise en œuvre de la politique du chef de l'État, de faire en sorte que tous les Ivoiriens qui étaient hors du pays, à l'occasion donc de cette crise post-électorale de 2011, retrouvent leur pays. Alors, l'on a aussi noté le retour de certains hommes politiques, notamment des partis de l'opposition, qui se sont même érigés en ambassadeurs de la paix. Mais pourquoi a-t-on le sentiment que ça coince? Que quand on parle de réconciliation, on a du mal à s'entendre. Bon, voyez-vous, M. Herman Guivet, moi je pense que la question de la réconciliation doit être adressée à deux niveaux, sur le plan politique et sur le plan social. Pour moi, ce que je comprends de la réconciliation, c'est qu'elle est une réalité sur le plan social. Nous ne vivons pas au niveau social, nous n'avons pas une ligne fractale entre les Ivoiriens. Il n'y a pas de ligne de démarcation. On va au travail ensemble, on va à la mosquée ensemble, on va à l'église ensemble, on va au marché ensemble, on continue de pleurer nos morts, on continue de fêter nos naissances ensemble. C'est seulement sur le plan politique qu'il y a des désaccords, qu'il y a des dissensions. Et là aussi, il faut travailler à l'éducation, au changement des mentalités, pour que nous ayons une approche non violente des questions politiques. Les enjeux, certes, mais l'essentiel, c'est de sauver la Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est de sauver la paix. À quoi sert de gagner le pouvoir si on doit régner sur un cimetière? Voilà. Alors, vous voulez nous dire que les Ivoiriens sont réconciliés? Ah oui, c'est mon sentiment quand on adresse la question de la réconciliation sur le plan social. Alors, quels sont les défis à venir? Mais les défis, c'est de la consolider. Parce qu'il ne faut pas croire que la réconciliation, c'est quelque chose de gagné une fois pour toutes, comme la paix, comme toutes les valeurs sociales qui donnent un sens à la vie, qui donnent sens à notre humanité. Ces valeurs doivent être entretenues. Voyez-vous, c'est comme une maison. Quand vous bâtissez la maison, l'autre n'est pas de dire la maison est bâtie, c'est fini. Quand vous y habitez, qu'est-ce que vous faites? Vous nettoyez la maison chaque fois qu'il y a la poussière. Et la vie sociale est une vie qui ne peut pas se passer de conflits. Tous les sociologues vous le diront. Le conflit est inhérent à la vie humaine, est inhérent à la vie en communauté. Ce que nous devons faire, c'est notre intelligence à gérer les conflits de façon non violente. Et donc, les défis, c'est justement le condensé du thème de cette 24e édition de la Journée nationale de la paix. Ensemble, consolidons la paix, préservons nos acquis. Comment consolider la paix? Comment la préserver? Elle est là, la paix. Elle est là. Il nous faut la consolider et en préservant nos acquis. D'accord, alors une paix qui doit donc être consolidée. Merci professeur André Kabaté. Je rappelle que vous êtes conseiller technique chargé de la cohésion sociale au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale, de la lutte contre la pauvreté. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous avons parlé de paix et de cohésion sociale. Direction San Pedro, la deuxième ville économique de la Côte d'Ivoire, où la journée nationale de la paix a été également célébrée à travers des prières dans les mosquées et églises. Les hommes de Dieu invitent les Ivoiriens à faire de la paix leur religion commune. On retrouve notre correspondant permanent dans la région, Sam Conan. La célébration de la Journée nationale de la paix 2020 a débuté à San Pedro par la prière du vendredi à la mosquée Lac-Cité Balmer. Les fidèles musulmans ont prié Allah afin qu'il accorde la paix à la Côte d'Ivoire. Pour l'imam Sana Aboubakar, les Ivoiriens doivent faire de la paix leur religion commune. Samedi, ce fut le tour des églises évangéliques de prier pour une paix durable dans notre pays. Et ce dimanche, jour de la célébration de la journée de la paix, les fidèles catholiques ont magnifié la paix à la cathédrale Saint-Pierre, à travers prières, chants et danses. Pour le père Fulgence, les Ivoiriens doivent cultiver la paix dans la justice. Le ministre Félix Anoblé, émissaire du gouvernement, a pris part à ces différentes prières pour la paix. Selon lui, la foi doit consolider la paix en Côte d'Ivoire.
Nous avons voulu, avec l'administration préfectorale, passer donc dans les différents lieux de rassemblement du peuple de Dieu, mais aussi du peuple de San Pedro, pour passer le message donc, du gouvernement, le message du chef de l'État, le message de cohésion et de paix. Il n'y a pas normalement plus meilleur vecteur de transmission de paix que la foi, que la parole de Dieu. Toutes les confessions enseignent la paix, la cohésion, l'amour. Et donc nous pensons que par les confessions religieuses, nous pouvons donc faire véhiculer le meilleur message qui est le message de paix. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement, disait Feu Félix Houphouët-Boigny. Les fidèles musulmans et chrétiens entendent mettre cela davantage en pratique. Et parlons d'actes concrets. Depuis 2012, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a mis en place un fonds dénommé Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Un fonds sous forme de prêt en vue de créer ou étendre une activité génératrice de revenus. Dans la région de Bouaké, le FAFSI est à sa 20e vague. Ce sont plus de 200 millions de francs CFA qui ont été mis à la disposition des femmes de la région. L'annonce a été faite à l'occasion de l'installation de sections de la fondation Koli Adjo, Soro Corona. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, est à sa 20e vague dans la région du Béquet. Fonds mis en place par la première dame Dominique Ouattara pour soutenir l'autonomisation de la femme ivoirienne. Pour cette vague, ce sont plus de 200 millions de francs CFA qui sont mis à la disposition des femmes de la région. Une opportunité que la fondation Koli Adjo veut saisir pour le financement des projets de ses membres, composés à 95% de femmes. À Bouaké, cette fondation a installé sa section. À cette occasion, la présidente de cette organisation et les autorités locales ont salué la première dame Dominique Ouattara pour son sens de solidarité et de générosité à l'endroit des femmes. Je dis merci à la première dame pour avoir très tôt pensé à la femme ivoirienne en tant que première dame, en tant que maman. Et nous ferons en sorte que dans le Béquet, le FAFSI soit suivi, que nos mères prennent et qu'elles remboursent. Toutes les femmes doivent pouvoir profiter du fonds FAFSI. Et pour que les femmes puissent profiter du fonds FAFSI, vous qui avez la chance aujourd'hui d'en avoir, il faut l'investir, en faire bon usage. La responsable locale de la fondation Koli Adjo a exhorté les femmes à constituer rapidement les dossiers afin de bénéficier de cet appui. 200 millions de francs, c'est ça. Oui, c'est pour travailler. C'est-à-dire, chaque association doit se regrouper pour faire le travail. Que ce soit les vivriers. La fondation Koli Adjo intervient dans le domaine de l'autonomisation de la femme et principalement celle du milieu rural. Cette fondation revendique à ses jours plus de 6 000 femmes. En 19 vagues, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a mobilisé plus de 2 milliards de francs CFA pour l'autonomisation des femmes de la région de Béquet. Et toutes ces actions de développement engagées ne sauraient prospérer avec une santé précaire. C'est pourquoi il ne faut surtout pas oublier une chose essentielle, rester vigilant face à la Covid-19 qui est toujours d'actualité. La Côte d'Ivoire, toujours engagée dans la lutte contre la Covid-19, les derniers chiffres dévoilés concernant l'évolution de la maladie dans le pays font état de 46 cas confirmés de Covid-19 sur 1086 échantillons prélevés, 31 nouvelles guérisons, 1 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 187 cas actifs. Il faut continuer de rester vigilant. L'unité de coordination du contrat de désendettement et de développement C2D Santé a remis à l'Institut national de la santé publique les clés du nouveau centre d'archivage, de documentation et du call center au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La mise en service de ces deux structures vise à améliorer le fonctionnement de l'institution et développer le système national de gestion de l'information sanitaire en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dispose de deux nouveaux services. Un centre d'archivage, de documentation et d'un centre d'appel. Deux structures conçues sur une année grâce aux efforts de l'unité de coordination du contrat de désendettement et de développement C2D Santé. Coût total des travaux, 159 millions de francs CFA. Elles ont pour objectif d'améliorer les performances du dit ministère et de répondre aux besoins d'information des populations en matière de santé publique. Ce nouveau centre d'appel-là va nous permettre de pouvoir travailler dans un cadre propice. Et à la faveur donc, de la disponibilité de ressources sur le projet C2D, nous avons pu donc réhabiliter, sinon transformer, le rez-de-chaussée de l'administration de l'INSP pour en faire donc, le centre de documentation et d'archivage. En ce qui concerne le centre d'appel, à la faveur donc, de l'épidémie à virus Ebola,
le centre d'appel du ministère de la Santé avait été créé et logé dans des locaux jugés aujourd'hui inappropriés. Et il était important donc à la faveur de l'épidémie du coronavirus que ce centre d'appel se déploie dans des installations plus cohérentes. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, s'est dit satisfait et a exprimé sa gratitude à ses partenaires. Un ministère a besoin d'un service d'archivage et de documentation pour la formation, tout ça. Ça devait être une des priorités d'ailleurs dans nos investissements. Nous avons vécu l'importance d'un tel centre pendant l'épidémie de Covid-19. Outre ces 2 centres, le CDD a aussi livré un mini-amphithéâtre de plus de 80 places mis à la disposition du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'Office ivoirien des parcs et réserves a organisé un atelier sur l'état de connaissance sur les zoonoses au parc national de Taï. Les zoonoses sont des maladies transmissibles de l'animal à l'homme. La rencontre a vu la participation de plusieurs experts et parties prenantes du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Le récit de Grace Kando. Les zoonoses sont des maladies infectieuses naturellement transmissibles de l'animal à l'homme. Pour améliorer les connaissances sur les zoonoses du parc national de Taï et fournir des informations utiles au grand public, les acteurs de la recherche échangent au centre suisse. Il y a beaucoup d'autres maladies que l'on peut contracter des animaux ou que les humains peuvent transmettre aux animaux. Et tout cela constitue des problématiques économiques, des problématiques écologiques, des problématiques socio-culturelles. Donc en échangeant là-dessus, on va identifier comment mieux communiquer sur ces genres de problématiques et être plus résilient à l'avenir. Selon les experts, la COVID-19 a mis en relief la nécessité de communiquer sur les facteurs de dégradation des espaces dus à l'orpaillage, au défrichement et au braconnage. Des fléaux qui fragilisent l'équilibre écologique du parc national de Taï. Ce projet s'inscrit dans une démarche de recherche-action susceptible de contribuer à l'amélioration des perceptions et pratiques des communautés locales de la réserve de biosphère nationale de Taï. Ces virus mis en cause existent depuis tout le temps. C'est parce qu'il y a rupture de l'équilibre que justement ce virus devient donc pathogène. Donc il est important donc, de conserver ces espaces-là pour prévenir ce type donc, de maladie. Cet atelier est vraiment bienvenu puisqu'il permettra de sensibiliser tous les partenaires et toutes les parties prenantes qui sont donc impliquées dans la gestion des parcs nationaux. Cette rencontre sur l'état des connaissances des zoonoses du parc national de Taï a été organisée conjointement par l'Office ivoirien des parcs et réserves, la Commission allemande pour l'UNESCO, la GIZ et le Centre suisse de recherche. À bientôt, 3000 logements sociaux verront le jour. Ces logements qui seront bâtis sur la route de Grand Bassam permettront de répondre aux besoins de la population. Les travaux ont été lancés par le représentant du ministre de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement avec les membres du gouvernement, Mamadou Kouessi. Cette pose de première pierre laissera apparaître dans quelques mois un lot de milliers de logements ici, sur cet espace situé sur la route de Grand Bassam. Ce sont au total plus de 30 000 logements sociaux qui seront bâtis sur l'ensemble du district autonome d'Abidjan. C'est l'engagement pris par une promotrice privée pour accompagner le gouvernement dans sa quête permanente de résorption de déficit de logement en Côte d'Ivoire. Nous voyons déjà le développement dans ce pays et nous voulons accompagner l'État ivoirien dans ce sens. Nous sommes très conscients de ce qui se passe avec les propriétaires de maisons. C'est une manière d'aider les populations de loger chez eux-mêmes. Représentant le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement, le directeur général du logement se réjouit de l'appui du secteur privé dans la poursuite du programme du logement en Côte d'Ivoire. Le programme des logements sociaux est toujours en cours. Et la pose de cette première pierre ce matin en est l'expression. Les maisons vont être construites, elles continuent d'être construites d'ailleurs. Il faudrait simplement les encourager à continuer de souscrire au programme des logements sociaux, mais surtout à faire confiance au gouvernement. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a également salué l'engagement du secteur privé à soutenir le gouvernement dans cette démarche. Il rassure que le gouvernement reste déterminé à régler définitivement la question du logement en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler qu'en Côte d'Ivoire, le déficit en logement reste encore élevé
Et ce déficit est passé de 400 000 en 2012 à plus de 600 000 à ce jour. Dans l'actualité internationale, en Éthiopie, plusieurs roquettes tirées depuis la région éthiopienne dissidente du Tigré ont touché la capitale de l'Érythrée frontalière, Asmara, hier samedi. Une escalade importante qui renforce les craintes que le conflit entre Addis Abeba et les autorités du Tigré dégénère. Et ce dimanche, le président de cette région dissidente a revendiqué ces tirs. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée nationale de la paix à toutes et à tous. Dieu garde la Côte d'Ivoire.